Bonjour et bienvenue à tous pour cet atelier thématique du modèle philanthropique. Je suis ravie de vous accueillir ici et très honorée. Avant d'aborder l'agenda, j'aimerais vous poser une question. Combien d'entre vous dans la salle se sentent impliqués ou concernés par la philanthropie en France? Pouvez-vous lever la main? Merci. Donc je vous confirme que vous êtes bien dans le bon atelier thématique où nous allons aborder le modèle philanthropique chez Salesforce dans un premier point. Le deuxième sujet sera abordé au cours d'un témoignage que nous ferons avec l'association Tout à l'école, qui est devenue partenaire de Salesforce. Le troisième sujet sera évoqué au cours d'un deuxième témoignage à travers l'Institut Imagine. Et enfin, nous conclurons sur le bénéfice et la valeur ajoutée et différenciante du modèle philanthropique. Deux choses avant de faire intervenir Olivier qui va nous présenter ce modèle philanthropique. D'après une étude menée par Le Monde qui a été diffusée le 14 juin dernier, 2200 structures en France sont des mécènes privés, dont 1100 ont été créées les 15 dernières années. Le profil du mécène aujourd'hui français est un profil assez jeune, entrepreneur, et se sentant essentiellement investi en tant que responsabilité civile. Et je pense que c'est une très bonne introduction, cette étude, à la phrase de Marc Benioff, qui est de dire que le devoir des entreprises est de rendre un monde meilleur. Donc pour ce faire, j'appelle Olivier Nguyen Phan Thanh, qui est notre directeur marketing Salesforce pour l'Europe du Sud, depuis 5 ans. Un peu plus de 5 ans. Ouais, un peu plus de 5 ans. Bonsoir Olivier, merci d'être là. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous définir le modèle philanthropique de Salesforce? Alors le modèle philanthropique de Salesforce, c'est ce qu'on appelle la philanthropie intégrée. C'est un modèle qu'on appelle nous le 1-1-1, le 1-1-1 en bon français. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez Salesforce, on donne 1% du temps de nos employés, 1% de nos capitaux et 1% de nos produits à des associations et des œuvres caritatives. Donc c'est un modèle intégré parce que c'est un modèle qui a été créé à la création de Salesforce il y a 17 ans par Marc Benioff. Et ça c'est super important parce qu'il y a 17 ans, on n'avait pas d'employés, on n'avait pas de chiffre d'affaires et on n'avait pas de produits. Donc c'était super facile de donner 1%, 1%, 1%, puisqu'on n'avait rien. Aujourd'hui, on est une société un petit peu plus grande et donc ça a un vrai impact. Et ça, c'est super important pour nous et c'est super important pour nos employés, cette implication dans notre écosystème, dans la vie locale. Et en France, par exemple, si je prends mon exemple, ils ont déjà fini, mais plus tôt dans la journée, juste à l'extérieur de cette keynote, il y a des enfants qui sont venus pour apprendre à coder avec l'association Codeur Dojo. Et moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je passe du temps avec Codeur Dojo, donc je consacre des heures à animer des sessions Codeur Dojo avec des enfants qui se passent environ tous les mois dans nos bureaux parisiens. On fait des donations à Codeur Dojo pour leur budget de fonctionnement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui permet de les aider sur des initiatives précises. Et ils utilisent nos produits pour gérer un petit peu le planning, par exemple, d'intervention des différentes sessions. Donc ce modèle 1-1-1, c'est un modèle intégré, c'est un modèle qui marche, c'est un modèle très concret. Et on est très fiers chez Salesforce parce que ce modèle a été répliqué, copié par d'autres sociétés depuis. Et par exemple, en France, on a Showroom Privé qui a adopté aussi ce modèle-là et qui l'applique. Et Laura disait que Marc veut qu'on change le monde, qu'on aille tous dans le bon sens. Et je pense que ce modèle de 1-1-1 nous permet concrètement, tous les jours, de pouvoir être engagés et participer dans la vie caritative et associative en France. Merci Olivier pour cette précision. Ta présentation a été très claire. Donc notre ambition effectivement d'embarquer les sociétés, 500 sociétés au niveau mondial ont suivi le modèle Salesforce et on n'a pas les métriques au niveau France, mais en tout cas de plus en plus de sociétés sont impliquées et notamment nos clients et nos partenaires. Et pour concrétiser en fait ce modèle,
J'aimerais donc appeler Véronique Darras sur scène, qui est la directrice France de l'association Tout à l'école, et Romain Gomez, chargé de mécénat au sein de l'Institut Imagine. Et nous allons prendre place. Romain, est-ce que tu peux te mettre là, s'il te plaît? Merci. Donc Véronique, honneur aux dames. Nous allons commencer par toi. Peux-tu te présenter et puis après on passera à une courte vidéo pour présenter ce qu'est l'association Tout à l'école et tu développeras après peut-être. Merci Laura, je me présente, je suis donc Véronique Darras. J'ai le grand honneur effectivement de coordonner le bureau de Paris de Toutes à l'école que j'ai rejoint en 2014. Donc je vous propose de regarder notre vidéo. Vidéo, s'il vous plaît. Au Cambodge, toutes les petites filles ne vont pas à l'école. Les plus pauvres travaillent. Et certaines sont vendues à la prostitution. Which one 12? This one how old? Right, 12. You want 12, either one. How much is it? It's for two. $70. C'est pourquoi la journaliste Tina Kiefer a fondé l'association Toutes à l'école. 1080 petites et jeunes filles y sont instruites et soignées. Aidez-nous à devenir des femmes libres, soutenez-nous et faites un don. Merci. Voilà, magnifique film, Véronique. Aidez-nous à devenir des femmes libres. Quelle est la mission donc de Tout à l'école? Alors Toutes à l'école, comme c'est expliqué, est née de la conviction de la journaliste Tina Kiefer il y a 10 ans que l'éducation des filles, effectivement, allait changer le monde. Et elle a créé cette association en ouvrant une première classe, puis des secondes, et aujourd'hui, en faisant une promesse à ces petites filles qui rentraient chez nous, qu'on les amènerait vers leur premier emploi. Et donc aujourd'hui, on a 1100 élèves auxquels on a dit qu'on allait les amener vers un premier emploi. Et les années passant, donc on les a, on leur a fait suivre le programme cambodgien, le programme Khmer, mais on a rajouté aussi un enseignement particulier sur les langues étrangères. On les a fait parler, on leur apprend le français, on leur apprend l'anglais, on les ouvre sur l'informatique. Très souvent, on nous dit « mais pourquoi pas les garçons ?» Alors, bien sûr que si, on pense aussi que les garçons sont des gens sur lesquels il faut investir. Donc, on ouvre nos cours d'informatique aux garçons. Et comme toutes les associations, et nous œuvrons de manière globale. C'est-à-dire que nous pensons que pour pouvoir apprendre correctement, il faut aussi être en bonne santé. Donc, nous avons ouvert un centre médico-social où nous soignons bien sûr les élèves, mais également les familles et les populations environnantes. Donc un service intégré, proposé, si on peut dire, comme notre modèle intégré proposé pour l'ensemble de ces jeunes écolières. Un des projets principaux de Tout à l'école, c'est l'orientation. Absolument. Aujourd'hui, donc, 90 élèves sont rentrés en seconde et ils restent, comme le système français, la première et la terminale pour se déterminer dans leur projet professionnel. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas tellement équipés. Le Cambodge ne dispose pas de métiers comme les orientatrices, les orientateurs. On n'a pas une grande connaissance des formations existantes. Donc on s'y est attelé de manière... C'est un enjeu prioritaire pour nous, c'est l'enjeu de cette année. Et nous avons donc créé en janvier dernier un forum des emplois où elles ont pu voir, effectivement, elles ont pu prendre connaissance d'autres métiers qu'elles ignoraient complètement. Et on leur a fait faire un stage, à l'instar un peu des stages de troisième que nous avons en France, un stage de découverte de l'entreprise. Elles l'ont fait en avril, donc elles ont fait donc 90 stages. Donc voilà où nous en étions jusqu'à ce que nous rencontrions où Laura. Intervient Salesforce et quand intervient Salesforce? Alors, tu peux nous raconter l'histoire? Oui, c'est une histoire effectivement très rapide et extrêmement impactante. On a rencontré Laura en septembre dernier.
Elle nous a appelés en nous disant je connais votre association, je souhaiterais effectivement la connaître mieux. La société dans laquelle je travaille favorise l'implication de ses salariés, donc nous souhaiterions mieux vous connaître et bâtir des projets ensemble. Puisque nous avons des valeurs communes, des valeurs de partage, nous sommes soucieux de l'éducation, nous travaillons dans le transfert de compétences et notre président a pour vocation de changer le monde. Donc, après ce coup de téléphone, on s'est rencontrés avec Tina Kiefer et toute l'équipe que Laura avait constituée, une équipe de bénévoles de Salesforce autour d'elle. Et on a imaginé, on a rêvé un projet qui allait dans le sens de l'orientation, c'est-à-dire qu'on s'est dit, et pourquoi pas, leur proposer un stage en France, chez Salesforce. Donc ça nous a un peu dépassé, parce que c'était un très très gros projet, c'est un coût financier important, et on a donc imaginé de construire d'abord un projet, c'est donc 10 jeunes filles, 10 élèves de seconde vont venir en juillet prochain, passer une semaine chez Salesforce, et ensuite nous les avons inscrites dans une école linguistique pour apprendre le français. Elles vont donc passer 3 semaines en France, d'abord en commençant chez Salesforce. Alors donc, pour revenir sur ce que tu dis, l'objectif de cette semaine du 18 au 22 juillet, c'est d'accueillir 10 lycéennes chez Salesforce à Paris qui vont suivre pendant 5 jours des cours. Oui, un programme plutôt ambitieux d'ailleurs. Un programme ambitieux, peut-être tu nous le décriras après, où l'idée, c'est la mission principale de cette semaine, c'est de leur apporter quoi? Il faut qu'elles retiennent quoi de cette semaine? Effectivement, la vie professionnelle va être formidable. Ça, c'est magnifique comme message. Ça, c'est sûr que c'est les ouvrir sur le monde professionnel, sur une entreprise internationale, sur les métiers de la modernité, sur les métiers du digital. L'objectif, effectivement, ce qui a été bâti, c'est qu'est-ce que Salesforce, quels sont les métiers qui sont exercés, quels sont les métiers d'avenir, quelles compétences doit-on avoir pour pouvoir les exercer. Bien évidemment, c'est très sérieux et ce sera contrebalancé par des ateliers qui seront plus ludiques, puisque j'ai compris que la manière d'enseigner de Salesforce, c'est d'apprendre de manière ludique. Le fun. Donc, voilà, le fun. Donc, il va y avoir des ateliers de théâtre pour apprendre à s'exprimer, pour prendre confiance en soi, puisque l'objectif de l'association, c'est l'empowerment, c'est développer la liberté de chacun de choisir. Et il y aura aussi des rencontres avec d'autres associations. Des associations, ce sera Paris Basket 18, c'est-à-dire c'est des jeunes filles qui sont des sportifs de haut niveau et qui sont poussées vers l'excellence. Et c'est une association qui est installée à la Goutte d'Or. Ouais, très bien. Donc on se réjouit d'accueillir ces 10 élèves. Chez Salesforce, ça représente un investissement de combien de personnes? Alors c'est colossal, si j'ai bien compris. Vous êtes 60. Il y a une équipe de 60 salariés de Salesforce qui va se dédier à cette semaine pour piloter ces jeunes filles tout au long de la journée. Un parrain sera désigné pour chacune des élèves il aura pour objectif de faire des rencontres un peu régulières pour voir si tout se passe bien. Et nous caressons le rêve que ça puisse devenir à terme, et pourquoi pas, leur mentor professionnel de plus tard. Très bien, donc c'est magnifique. Elles auront tout un parrain, une marraine. Elles ont déjà communiqué leurs souhaits professionnels à travers une vidéo que chaque parrain, marraine va leur aider à réaliser, ou en tout cas à entrer dans la relation. Donc à voir cette semaine, elle arrive. Qu'est-ce que tu vois pour le futur entre Salesforce et tout à l'école? Donc on a couvert le 1% temps, le 1% capitaux, financement. Quels sont les futurs projets que l'on peut dessiner ensemble une fois que ce premier rêve sera réalisé? Alors sur les jeunes filles, ce qu'on peut caresser comme rêve, c'est que ce stage se reproduise et se reconduise d'année en année. Probablement aussi que d'autres stages puissent avoir lieu en Asie du Sud-Est, oui, puisque c'est quand même leur territoire géographique. Et donc on tisse des liens avec les Salesforce des autres. Et puis à terme, pourquoi pas que ça devienne des employés Salesforce? Bien sûr, bien sûr. Et il y a des historiques là-dessus, des belles histoires ah bah, également.
Merci Véronique pour ton intervention, merci pour cette belle histoire. Donc passons maintenant à Romain. Romain qui est le représentant d'Institut Imagine. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Non, c'est moi qui te Romain, est-ce que tu peux nous parler? Alors il faut que je mette le slide correspondant. Paf, non, c'est la vidéo, pardon. Alors avant, peut-être tu peux te présenter. Oui. Et puis on passera la vidéo présentant l'Institut. Alors, je m'appelle Romain Gomes, je suis fundraiser, donc chargé de mécénat à l'Institut Imagine. Je suis le seul chercheur d'Imagine qui cherche des fonds. Et vous allez voir, Imagine, c'est un institut de recherche, mais spécialisé sur les maladies génétiques. Voilà. Donc tu es le sales, quelque part, du modèle philanthropique. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, très bien. Est-ce que l'on peut passer la vidéo pour présenter ce qu'est l'Institut Imagine? Imagine nous a toujours dit on va chercher. Et moi, ça, de voir que c'était un véritable combat armé au service de notre petit garçon, c'était la preuve qu'il n'y avait pas de fatalité. Imagine, Institut des maladies génétiques, c'est un lieu unique qui rassemble des compétences provenant d'horizons très divers, médical, scientifiques, divers champs scientifiques, afin d'essayer d'apporter au plus vite les solutions pour un très grand nombre de maladies génétiques. Et l'objectif, c'est d'aller au plus vite vers des solutions de compréhension des mécanismes des maladies pour offrir des ouvertures vers de nouveaux traitements. Il y a 20 ans, j'ai rêvé d'Imagine. J'ai rêvé qu'un jour, on allait réunir les chercheurs et les médecins au profit du progrès dans le domaine des maladies de l'enfant. Ici, à Imagine, l'enfant, le patient, est au centre du dispositif. C'est le centre de gravité d'un triangle. L'enfant est au milieu et le triangle, c'est les trois autres partenaires, la famille, le grand médecin, le grand chercheur. L'avantage à travailler comme ça de façon très imbriquée avec les médecins et les chercheurs, c'est qu'on peut à la fois faire de la recherche très fondamentale sur des mécanismes génétiques et pouvoir aussi glisser vers de la recherche clinique qui va apporter plus de bénéfices aux patients. Alors, il y a bien sûr des chercheurs du monde entier qui viennent. C'est très enrichissant pour nous d'avoir des chercheurs et des chercheurs de haut niveau, soit des nouvelles équipes, soit des chercheurs qui viennent en année sabbatique, qui viennent passer du temps avec nous et avec lesquels on peut discuter et pouvoir aussi apprendre comment eux, ils fonctionnent dans leur pays, avec les technologies qu'ils utilisent, etc. 25 équipes de recherche aujourd'hui qui travaillent, 350 chercheurs associés à de nombreux cliniciens. Chacun dans leur domaine, de leur groupe de maladies, apporte une pièce, une contribution qui, demain, permettra de mieux comprendre telle ou telle maladie, de mieux la traiter, réduire l'handicap, augmenter l'espérance de vie. Chaque enfant a une maladie différente. Chaque enfant a une anomalie d'un gène différent. On a 50 000 gènes. Mais il fait aussi les chercheurs qui travaillent spécifiquement sur ces maladies, simplement pour répondre aux questions, à la question de la nomination. Qu'est-ce qu'il a, mon enfant? Cette nomination, c'est la première étape de notre action pour ces enfants, dire de quoi ils souffrent. Le fait, effectivement, d'avoir identifié la maladie génétique de Balthazar, c'est véritablement une porte ouverte vers l'espoir. Chaque jour est un sujet de découverte. Le défi, c'est de réduire les délais entre la découverte et ses applications. De ces maladies rares naissent des découvertes qui vont valoir pour les maladies fréquentes. Il y a plein d'exemples de ça, donc des remèdes pour les maladies beaucoup plus fréquentes. On réfléchit ensemble, chacun apportant nos compétences, des médecins, des chercheurs, des informaticiens, des spécialistes de l'innovation thérapeutique, pour trouver le plus rapidement possible, le mieux possible, les idées qui vont faire avancer les connaissances et donc faire progresser la médecine. Balthazar, ce qui était assez rigolo, c'est qu'un jour, quand je lui ai dit qu'on allait voir le professeur unique, je lui parle en langue des signes, il m'a pris des petits Legos pour me caractériser ici. Et il a mis des petits bonhommes à suivre. C'est-à-dire qu'il voit tous ces petits bonhommes et ces petites bonnes femmes qui travaillent ensemble, qui parlent entre eux, ce qui montre bien que quand les forces s'unissent, qu'il y a de la cohésion, qu'il y a de l'unité, ben ça fonctionne. Et tout ça au service de nos enfants. Ému quand on voit ce reportage et la mission d'Institut Imagine. Romain, est-ce que tu peux nous dire en quelques chiffres ce que représente Institut Imagine et pourquoi Institut a été créé? Alors, aujourd'hui, l'Institut Imagine, c'est le premier pôle européen de recherche et de soins sur les maladies génétiques.
Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 850 chercheurs et médecins qui partagent tous la même vision, celle de guérir et de soigner les maladies génétiques. 850 chercheurs et médecins, où ça dans un bâtiment de 19 000 m² qui est situé sur le campus de l'hôpital Necker. C'est un bâtiment assez imposant en vert, je pense que ça parle beaucoup, surtout dans l'actualité. Et puis, ça représente environ 30 000 consultations annuelles, puisque Imagine a une particularité, c'est de mettre au même endroit les chercheurs, les médecins et les patients. Donc on va avoir sur un rez-de-chaussée nos salles de consultation, et puis dans les étages supérieurs, ce qu'on voyait très bien dans le film, des chercheurs, des médecins, et puis tout ce monde au même endroit, on a la conviction qu'on c'est capable de catalyser la recherche et d'obtenir plus rapidement des solutions sur les maladies génétiques. Très bien. Pourquoi la rencontre de la technologie avec la science, la technologie avec la thérapie? C'est pas évident comme ça. Alors, au démarrage. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Imagine, c'est aussi une campagne de collecte de fonds. Donc c'est une campagne de collecte de fonds qui représente un objectif de 20 millions d'euros d'ici 2020. Lorsque on a commencé cette campagne et qu'on a vu que la campagne commençait à se structurer, il y a eu un besoin qui était celui de mieux gérer la partie CRM d'Imagine. Donc ça, c'était la raison première. Après, pourquoi le Salesforce? Parce que Imagine, c'est un institut de recherche. Du coup, dans notre ADN, on a l'innovation. Un institut de recherche qui ne fonctionnerait pas sur l'innovation ne pourrait pas fonctionner, tout simplement. Et puis, on a eu le sentiment de retrouver cette même objectif et puis presque cette valeur avec Salesforce. Donc, la première fois qu'on a rencontré Salesforce, c'était dans le cadre justement de la partie CRM. Et puis, lorsqu'on a commencé à parler, on s'est rendu compte qu'on avait comme ça tous ces atomes crochus et puis tous ces ponts qu'on pouvait jeter entre Imagine et puis Salesforce à travers notamment la capacité d'innovation. Donc ce que tu nous dis, c'est avant tout une rencontre d'hommes et de femmes, de volonté de faire des choses ensemble et de s'apporter de la complémentarité. Et, oui. Et vous avez trouvé donc au sein d'Institut Imagine ce support, cette aide, et elle s'est articulée comment cette aide? Alors c'est une anecdote assez amusante. On était lors d'Award de la philanthropie et puis on vient découvrir un petit peu ce qui se fait actuellement de neuf dans le domaine et il y avait à l'époque une présentation du modèle 111. On ne connaissait pas le modèle, on le découvre sur le moment et puis avec Chloé Sandamiani qui était responsable de la collecte et de la communication à Imagine, on se dit c'est formidable, c'est exactement ça qu'il nous faut en fait. Ouais. C'est ce type de modèle, on va pouvoir nous aider. On est un institut très récent, Imagine, ça a été inauguré en juin 2014. Du coup, l'idée, c'était d'aller comme ça à la rencontre et puis de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On a des petits moyens, mais on a de grandes ambitions et comment est-ce que vous pouvez nous aider là-dedans? Et puis, c'est Jérôme Brochet qu'on a rencontré le premier de Salesforce. Qui dirige l'équipe avant-vente chez nous, en effet. Voilà. Très impliqué aussi dans le modèle. Qui était là pour présenter le modèle. Et puis qui nous dit, oui, c'est formidable, vous êtes Imagine, c'est ça? Oui, Imagine. Bon, je crois qu'il ne savait pas du tout qui on était. Et puis, ça ne lui parlait pas plus que ça, ce qui était logique, en fait. Puisqu'Imagine n'avait pas encore la notoriété de grandes organisations. Et puis gentiment il accepte quand même de venir nous voir en disant bon je viendrai vous voir et puis on verra ce qu'on pourra faire ensemble. Et puis j'ai souvenir de Jérôme descendant du taxi, arrivé devant cet immense bâtiment, 19 000 m², c'est impressionnant. assez impressionnant. Et puis me regarder et me dire bon écoute, j'avais mal dimensionné de quoi il s'agissait. Je pensais vraiment que j'allais me retrouver avec 3-4 chercheurs, 3-4 médecins. En fait, la structure est beaucoup plus grande que ça. Il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on peut faire parce qu'il y a une belle occasion pour le modèle 111, il y a une belle occasion pour Imagine. Et petit à petit, on a commencé à construire étape après étape, ce qui au début était un modèle de CRM et qui est lentement devenu un outil de partage et de collaboration pour tous nos chercheurs. D'accord. Alors, est-ce que tu peux préciser? Oui, Olivier, je t'en prie. Moi, je voulais dire quelque chose qui me semble super important pour les gens qui étaient avec nous avant, lors de cette journée. Le point commun entre Imagine et Salesforce, c'est qu'aujourd'hui, nous, chez Salesforce, on incite nos clients à remettre leurs clients au centre de tout ce qu'ils font.
Et c'est le modèle de la transformation doit être centré autour de ses clients. Et quand Imagine nous a présenté, quand Imagine m'a présenté moi la première fois leur histoire, eux ils font exactement la même chose en remettant au centre le patient. Et je trouve que ça c'est particulièrement fascinant parce que ça veut dire que la recherche, la médecine se mettent autour de ce patient. Et quand on visite l'Institut sur place, dans leur bâtiment, dans leur magnifique bâtiment, on voit ça de manière très concrète. Et je pense que ça, c'est moi ce qui m'a particulièrement intéressé dans le projet, que je trouve particulièrement innovant dans le domaine chez Imagine. Et donc je voulais souligner ça, ça me semble super innovant en France de pouvoir faire ça et de remettre au centre les patients. Effectivement, c'est une belle analogie et on se rend compte aussi avec nos clients que ce premier échange, il est fondamental parce que partager les valeurs et la vision, c'est un démarrage de partenariat qui paraît nécessaire mais qui va aller aussi très très loin, un peu comme ce que l'on a fait avec Tout à l'école. Est-ce que Romain, tu peux nous définir de façon très concrète, donc ce qu'on a compris c'est que c'était plutôt un apport technologique avec du temps, bien sûr, et beaucoup d'équipes aussi, Salesforce. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, on a démarré par la partie CRM. Comme je disais juste avant, c'était vraiment notre objectif à l'origine. C'était de s'appuyer sur, sur le non-profit starter pack de Salesforce, c'est-à-dire l'adaptation de l'outil CRM à la collecte de fonds au sein de tout le secteur non-profit. En général, donc faire de la prospection, mais aussi faire de la fidélisation, suivre nos donateurs, etc. Et puis, une fois qu'on a commencé à implanter ce système, on nous a très vite dit, en fait, ça serait intéressant d'aller plus loin et de s'imaginer, commencer à rêver un petit peu et imaginer ce qu'on pourrait faire avec Salesforce. Et puis nous, à ce moment-là, on avait un autre besoin qui était celui de la création d'un intranet au sein d'Imagine avec différentes fonctionnalités. On avait toutes sortes d'outils explosés un petit peu partout dans l'Institut, comme on retrouve souvent, surtout sur un institut jeune, c'est-à-dire d'un côté un annuaire, d'un côté un système pour suivre l'utilisation de nos différentes plateformes technologiques, un système d'accès à notre plateforme de génomique. On avait comme ça différents moyens qui étaient éparpillés et on avait l'ambition de réunir tout ça à la fois pour en faire un lieu de passage, un lieu d'échange et puis pour, comme tu disais Olivier, d'avoir aussi au sein de notre partie IT un mélange, quelque chose qui ressemblerait à ce que fait Imagine sur la partie bâtiment et sur la partie concept, c'est-à-dire de pouvoir à travers aussi le logiciel et le système derrière l'IT, forcer la coopération, forcer le partage et avoir comme ça une reproduction du système building. Donc tout de suite, quand on a commencé à en parler, ça a été une des propositions. Et on s'est lancé là-dedans et c'était pour grande partie, c'était soutenu par la fondation et le modèle One. Donc on avait une grande partie de mécénat qui a suivi à la fois sur le développement, la mise en place et puis la partie licence, vraiment la partie technique. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui la plateforme collaborative interne, elle regroupe donc les chercheurs, les patients? Pas encore. Pas encore, d'accord. Donc ça correspond à combien de personnes impliquées au sein de cette plateforme et concrètement, ils échangent quel type d'informations? Alors on a actuellement 600 chercheurs et médecins et ça dépasse le cadre d'Imagine puisque c'est aussi, ça a diffusé sur l'INEM qui est l'Institut Necker Enfants Malades et qui est l'institut un petit peu jumeau d'Imagine qui est pas sur la partie génétique mais sur la partie recherche et qui est aussi situé sur le campus de l'hôpital Necker. Donc oui, 600 personnes à peu près actuellement. 600 personnes, magnifique. Utilisent chaque jour pour échanger sur toutes sortes d'informations. Les groupes en fait se sont créés naturellement avec l'avancée du projet et là-dessus aussi j'ai une anecdote qui est assez amusante. On a vu Alain Fischer dans la vidéo qui est notre directeur et qui est un scientifique qui est le papa de la thérapie génique dans le monde. Et Alain Fischer est moins technophile que les plus jeunes d'Imagine. Ce fameux mélange technologie et science, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, bizarrement.
Et puis, on lui expliquait ce qu'on allait faire avec la partie intranet et avec ce qui était possible de faire avec Communities, notamment. Et puis, on lui montre un groupe qui s'est créé autour d'une nouvelle technique de séquençage qui s'appelle CRISPR-Cas9 et qui est une bactérie qui aujourd'hui fait parler d'elle parce qu'elle nous permet de rapidement reconstruire des morceaux de génome. Bon. Et puis, il nous en parle en disant « Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, un nouveau papier vient de sortir. Et c'est un papier qui peut-être amène vers une autre voie, une autre solution. » Et puis on ouvre le groupe consacré à CRISPR-Cas9. Il faut imaginer, il y a 25 laboratoires de recherche dans Imagine, donc beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de choses, mais chacun utilise cette technologie qui est transversale. Et en ouvrant, une chercheuse venait de me poster justement le papier dont il me parlait. Je dis, ben, je crois que c'est celui-ci. Elle me dit, oh, mais oui, c'est celui-ci. Je crois que je l'avais convaincu, c'était réglé, l'affaire était pesée, et puis voilà. Donc c'est bien, c'est une bonne transition pour parler de bénéfices, de valeur de la technologie. Justement, ça c'est une illustration parfaite en fait du soutien et des technologies Salesforce. Est-ce que globalement, donc l'objectif principal, c'était de réduire si on peut dire, le time to market des développements thérapeutiques? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis en place des métriques, ou au moins, est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent de dire qu'aujourd'hui, oui, la technologie, et notamment celle de Salesforce, vous a aidé dans ce sens-là? Les principaux indicateurs qu'on a, c'est celui, notamment, l'utilisation de nos machines au sein d'Imagine. Et par machine, j'entends la microscopie électronique de pointe, oui, etc., qui aujourd'hui passe uniquement par le système Salesforce. Jusqu'ici, on avait toutes sortes de méthodes pour suivre l'utilisation de ces machines. Les méthodes allaient d'une base de données plus ou moins fonctionnelle développée par un chercheur au petit cahier sur lequel on notait qu'on empruntait la machine. Là, récemment, pour en avoir discuté avec les responsables de plateforme, le système nous a permis de réorganiser nos plannings et l'utilisation de différents types de microscopes de manière à optimiser justement les temps passés et réduire les protocoles d'expérience et d'obtenir plus rapidement des résultats directement grâce à la réorganisation et la réaffectation des différentes machines selon les besoins. Donc c'est un exemple concret, une accélération due à Salesforce. Merci Romain. Et donc, pour terminer, quels sont les futurs projets ou les perspectives nouvelles entre Salesforce et Institut Imagine? Puisque là encore, je le répète, l'intérêt de ce type de partenariat, c'est qu'il soit durable. Alors, ce dont tu parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire peut-être intégrer les patients au parcours, oui, ce qui serait formidable dans un avenir plus ou moins proche. Et puis pour la partie plus CRM, j'espère pouvoir un jour voir grandir une communauté d'utilisateurs Salesforce au sein de tout le domaine non-profit français, notamment, pour pouvoir progresser ensemble et mieux utiliser la technologie dont on dispose pour aller chercher les fonds. Très bien, magnifique. Donc voilà deux cas très concrets de partenariat que Salesforce a voulu pousser à travers l'éducation, le mentoring, la transmission aussi de savoir-faire avec Tout à l'école cette année. Et puis Imagine, je crois que le projet a démarré l'année dernière. Oui, il a démarré en mars dernier. Mars dernier, et combien de personnes à peu près de chez Salesforce ont été impliquées côté Salesforce et Institut Imagine aussi d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas évoqué la partie projet. La partie projet, ça a été qui est toujours un peu un challenge. Oui, surtout là, on avait du développement, on avait vraiment une partie importante en effet de mise en œuvre. Il y a un groupe Imagine qui s'est créé au sein de Salesforce. Et il y avait 60 personnes dedans. À 60 aussi, comme Tout à l'école. C'est les mêmes chiffres en fait. C'est ça. C'est un prérequis. En fait, je crois que le bon critère, le bon critère d'évaluation, c'est quand on rentre ici sur le World Tour, quand on s'aperçoit qu'on dit bonjour à toutes les personnes Salesforce qu'on croise, on dit que voilà, le projet avait une certaine ampleur. Projet est visible. Ouais, le projet est visible. Très bien. Pour conclure, donc, si vous deviez retenir un message, Olivier, est-ce que tu souhaites faire la conclusion ou en tout cas déjà formuler comment Salesforce peut aider les différentes organisations et aussi les entreprises à pousser ce modèle et en quoi il est différenciateur? Oui, je crois qu'on a un fort investissement de la société sur le marché français. Donc ça veut dire qu'on a vraiment les moyens de déployer ce modèle 1-1-1
de manière concrète en France. Donc le plus d'associations on peut aider, le plus de passions on peut réunir pour faire un peu changer les choses. Je pense qu'on a énormément d'employés qui sont motivés chez Salesforce et qui sont à l'écoute de projets qu'il pourrait y avoir dans la salle. Et on voit avec Imagine ou on voit avec Tout à l'école que ce sont des vraies réalités. Et on espère que notre croissance en France va aller en parallèle de notre soutien à différentes organisations et qu'on va pouvoir accélérer avec d'autres partenaires, mais avec nos partenaires existants qui sont là, sur le marché français. Est-ce que tu peux repréciser combien d'employés en France chez Salesforce sont potentiellement... Je ne peux pas. Je ne peux pas. S'il te plaît. On ne communique pas le nombre d'employés en France. Ah, d'accord, très bien. Je ne peux pas dire ça exactement. Et combien de jours sont disponibles? Aujourd'hui, chaque employé de Salesforce peut passer 7 jours de son temps sur ce genre d'action. Donc ça peut être fractionné, ça peut être en une fois, ça peut être en 2 fois. C'est à la discrétion de nos employés. Et c'est vrai que ça peut être... Enfin, maintenant, vu la taille qu'on a, que je ne peux pas dire, c'est quand même une force de frappe assez importante en France. Donc, en gros, pas de chiffres, mais vous pouvez venir nous voir. Nous avons des ressources à votre disposition. Ça, c'était pour la partie temps, pour la partie produit. Est-ce que tu peux nous dire qui est en charge chez nous du don de licence? Donc on a toute une équipe, on va dire, qui s'occupe de la fondation, qui est ici sur notre stand fondation, que vous pouvez encore aller voir d'ici la fin de la journée pour discuter avec eux. Donc on a différentes modalités contractuelles qui pourront vous expliquer concrètement sur le stand. Très bien. Et enfin, les capitaux, 1% financement. Le capitaux de financement, alors on a plusieurs modèles. On a ce qu'on appelle du match, c'est-à-dire des employés Salesforce qui font une donation qui est matchée par la société, qui est matchée par Salesforce. On a aussi tous nos employés qui utilisent ces 7 jours peuvent faire aussi une donation à l'association de leur choix. Et puis ensuite, on a des donations de Salesforce en propre à des organismes qu'on soutient. Par exemple, c'était le cas d'Imagine. Très bien, merci Olivier. Je vois qu'on est un tout petit peu en avance sur le temps. Est-ce que Véronique, tu souhaites rajouter quelque chose, un sujet, quelque chose qui t'est cher? Faire passer une émotion? Avec plaisir, mais... 3 minutes, 2,46. C'est beaucoup trop. Faut m'aider. Non, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'était une belle rencontre. Que ça paraissait assez improbable et en fait le projet s'est fait et qu'on va rendre heureuse 10 jeunes filles qui vont venir à Paris et qui vont en prendre plein les yeux et que c'est un modèle qu'on a vraiment envie de répliquer aussi probablement avec des organismes français puisque c'est aussi un petit peu notre responsabilité civile de transmettre, d'éduquer, de développer et je pense que c'est un cercle vertueux aussi pour la mission de Tout à l'école. Absolument, et je pense que dans les contacts que nous nouons avec des partenaires, maintenant le modèle One est en train de se développer, puisque hier justement on rencontrait Showroom Privé qui nous expliquait qu'ils étaient là aujourd'hui. Donc je ne sais pas si ils sont là dans la salle, mais ils développent ce One et ils veulent effectivement travailler également avec nous. Donc je pense qu'on a beaucoup de partenaires ou de donateurs historiques qui sont également des clients de Salesforce. Je pense peut-être à ceux qui sont là depuis le début, c'est-à-dire Sephora, c'est-à-dire la Flamme Marie-Claire, au travers de, comment dire... de la Rose, l'opération de la Rose, Clarins, L'Oréal, et puis d'autres. Et Salesforce, et peut-être d'autres à venir. Oui, et ce qui est important pour des associations, c'est d'avoir effectivement des gens qui s'engagent sur des partenariats pérennes, pas sur, sur la durée. Bon, nous, l'éducation, c'est fatalement sur la durée. On intègre une petite fille, elle va rester au moins 12 ans avec nous, et ensuite, il y aura des études supérieures. Donc, il est vraiment très vital pour nous d'avoir des partenaires qui s'installent dans la durée, parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on apprend à se faire confiance, parce que on teste ensemble des expériences et on affine effectivement des projets qui sont très très utiles. Et on a remarqué aussi que ça avait du sens pour les salariés de ces entreprises de travailler pour nos associations.
C'est vrai, ça c'est une bonne conclusion. Du sens pour les salariés, je pense que c'est une excellente transition pour la prochaine conférence qui va avoir lieu avec un invité exceptionnel, Mathieu Ricard. Donc Mathieu Ricard est docteur en ingénierie, je crois. Il est auteur, photographe, moine tibétain bouddhiste. Il écrit depuis énormément d'années et nous avons une chance incroyable de le recevoir à 18h dans cette salle. Donc venez nombreux et partagez à nouveau ce moment avec nous. Merci à tous les invités, merci Véronique, merci Romain, merci Olivier d'être venus. Et on espère que vous avez passé un moment riche avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.